Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité, on y réfléchit, on en discute, on pose même nos opinions tranchées sur certains sujets. Bien sûr, cette semaine, on va toujours parler d'actualité régionale, nationale et probablement même qu'on va se rendre à l'international. Avec moi, comme à chaque semaine, le gourou de l'analyse d'informations, M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, on est en forme. Ouais. Il paraît que je dors un peu plus que certains autres. Oui. Mais ça, c'est que tu veux, c'est bien. Oui, c'est bien. Probablement parce que tes Faut dormir. C'est probablement parce que tes enfants sont plus grands. Peut-être. Jules, es-tu un fan de football? J'aime voir de temps en temps, mais je ne suis pas le gars qui va passer 3 heures à la télévision à regarder le football. Mais je trouve quand même que c'est un sport intéressant. Mais tu as beaucoup de stratégie. Oui, c'est une game d'échecs entre deux coachs. Dans le football. Et au-delà du fait que c'est quand même un sport excessivement violent. Je veux dire, tu te coltailles un peu beaucoup. Mais c'est quand même, oui, un sport que j'aime, mais je ne suis pas un fan, comme je te dis, à l'écouter. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça l'écouter de temps en temps, mais comme je n'ai pas la télé, ça arrive rarement que j'en écoute. Ah ouais. Mais en fin de semaine, je suis chez mon père. J'ai écouté à l'Université Laval-Gagné, mon université Ouais, d'adoption. ouais. Et je me rappelle au début, quand le Rouge et Or ont commencé leur programme de football, ils mangeaient des volets. Écoute, ils étaient vraiment pas bons. Et aujourd'hui, c'est une sommité au niveau canadien. Puis même, on va dire, on a Shane Gauthier qui a fait partie, effectivement, de cette équipe-là, qui aujourd'hui joue pour les Blue Bombers de Winnipeg. C'est quand même une école dans l'école pour ce sport-là au niveau de l'Université Ça se développe Laval. vraiment bien aussi dans la région. On a 3 équipes de football collégial. Et mon point, en fait, c'était pour féliciter les gaillards du Cégep de Jonquière qui s'en vont pour leur 2e bol d'or. Ils l'ont gagné l'an passé. Ils vont jouer le bol d'or à nouveau cette année. Ils vont défendre leur titre. Je leur souhaite bonne chance. C'est une belle fierté pour la région et pour mon collège où je travaille aussi, où j'enseigne la science politique. D'ailleurs, il y en a, il y en a aussi à l'École secondaire des Chutes. Il y a l'équipe qui se pratique là. Et on sait que dans les années 90, si ma mémoire m'est fidèle, on avait eu l'équipe là, à partir de Jean Dolbeau qui avait été faite. C'était... j'essaie de me rappeler le nom du fondateur de la Ligue. C'est M. Auger? Auger, oui, Henri-Paul Auger, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans mes derniers mois de journalisme, lorsque l'on a fêté, dans le cadre du 125e de Dolbeau-Mistassini. Il y avait eu, je pense, si ma mémoire m'est fidèle, c'est 40 ans là, du Club social de Jouvenceau. C'est un des clubs les plus âgés, les clubs de jeunes les plus âgés au Québec. C'est bien dit. Non, c'est ça, oui, c'est clair. Puis même à cette époque-là, moi, j'étais au secondaire et j'avais tenté de faire le club parce que j'aimais bien. Et clairement, j'étais ni bon, ni intéressant, ni pour rien. Ça a l'air que j'étais très bon pour l'esprit d'équipe parce que je faisais des blagues tout le temps. Ben oui, ça devait. Et puis, je n'ai jamais participé à aucun match. Et tant mieux pour le club. Pour le club. Certain. Donc, félicitations, Gaillard. Bonne chance pour votre bol d'or. Le temps des fêtes s'en vient. Je veux parler de la chocolaterie des Pères Trappistes parce qu'on sait qu'ils sont en expansion. Ça va très bien pour le chocolat bleuet, pour Pâques, etc. Et là, on se lance dans un nouveau créneau. On va créer des lutins en chocolat pour Noël. Je trouve que c'est une excellente idée. Et ça permet en fait, ça inscrit la chocolaterie dans des événements qu'on est habitué de souligner. Pâques, la récolte des bleuets, donc avec le chocolat bleuet. Et Dominique Jeannet m'avait déjà effectivement confié qu'il regardait les possibilités de faire de l'expansion pour une autre fête où on consomme un peu de chocolat, qui est à Noël. Et donc, c'est fort probablement l'aboutissement de toutes ces réflexions au niveau de la chocolaterie. Et il y a une chose qui est intéressante de voir, c'est que la chocolaterie, actuellement, ce qu'elle permet de faire, c'est d'étendre sur une période d'au moins plus que 3 ou 4 mois d'affilée, la production de biens de consommation qui originent donc du chocolat, de le faire maintenant sur une base à pas loin de 9 mois. Alors, ça veut donc dire que les employés qui y travaillent, c'est 10 emplois qui exactement, qui sont maintenant
quasi sur une base annuelle et qui permet donc d'amener cette production. Si ma mémoire m'est fidèle, hein, c'est pas loin de 2 millions de petites poules en chocolat qui ont été vendues cette année. 2 millions de petites poules, là, il faut que tu t'y mettes. Ça fait un gros poulailler. Ça fait exactement, et des poules pondeuses très, 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 très en forme. Ouais. En tout cas, félicitations, oui. c'est une bonne idée. Non seulement ça, c'est que ça permet à un produit, je dis quasiment local, maintenant le chocolat n'est quand même pas produit ici, là, mais il est quand même, c'est à partir d'ici qu'on fabrique ces produits-là. Alors, c'est chapeau. C'est chapeau à la chocolaterie. Je pense une équipe assez dynamique aussi, oui, au niveau tant de la production qu'au niveau de la mise en marché, le marketing, puis ces choses-là. Et ça rejaillit sur tout le monde ici. Il y a même l'importance de la chocolaterie maintenant aussi au niveau touristique. Ça a toujours été, tu me diras, mais là, on met véritablement l'emphase. Et je sais que cette année, lorsqu'ils ont envoyé, il me semble que c'est sur les petites poules au chocolat, mais en tout cas, sur un des produits qu'ils ont mis, ils ont mis de l'avant la production avec ce produit-là, ils ont mis de l'avant la promotion de notre secteur comme lieu touristique. Oui, c'est la locomotive touristique. Exactement, de venir nous visiter et à partir de la chocolaterie. Et on le sait que pendant tout l'été, ils sont ouverts. Là, le monastère, tu peux visiter. C'est quand même aussi une pièce d'architecture intéressante, tant l'ancien que le nouveau, de voir un peu de quelle façon... Y aller, sentir la quiétude où ils vivent, etc. Moi, exactement. J'aimerais cependant avertir les parents. Si vous pensez que les lutins à chocolat peuvent remplacer les lutins qui font des mauvais coups dans le temps des fêtes pour vos enfants, n'oubliez pas que si vous les cachez, ils peuvent fondre. Mais ça pourrait faire des bons tours pour les enfants. Bon, là, les élections sont passées, on en a parlé amplement. Et là, c'était l'heure de l'assermentation. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les élus ont été assermentés. On a vu beaucoup de choses. À quoi ça sert l'assermentation? Je sais pas, on met la main sur la Bible. Ils font-ils encore ça, mettre la main sur la Bible? Oui. Je ne sais pas si... oui, ils font lever la main droite, là, je me souviens pas. Parce que la Bible, dans un... Oui, là, d'ailleurs, avec toutes les... tu sais, la prière, on n'a plus le droit de réciter ces choses-là. Je ne sais pas si c'est la Bible, mais je pense qu'elle est présente quand même dans la salle lorsqu'on fait cette assermentation-là. C'est une formule qui se doit, moi je pense, d'être maintenue. Au moins, c'est une forme d'engagement solennel sur le fait que tu entends administrer ou gérer les biens publics au nom des citoyens, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est dans ce sens-là. Et il doit y avoir, dans mon esprit, peu importe, là, tu t'es peut-être fait élire parce qu'il y en a un tel qui t'a dit « Écoute, je vais te payer pour que tu puisses être en mesure de te faire élire, puis tu me redonneras l'ascenseur un petit peu plus tard. » Peut-être que ça existe, ça, là, mais au moins, je pense qu'il faut qu'il y ait une déclaration solennelle sur l'honneur qui fait en sorte qu'on est assermenté pour pouvoir être en mesure d'occuper la fonction. Et on sait que tant que nous ne sommes pas assermentés, on n'est pas. Et on est élu, mais on n'est pas entré en fonction. C'est la démarcation du fait que c'est maintenant toi qui est maintenant l'élu. Et là, pour les conseillers municipaux et le nouveau maire, là, le travail commence pour vrai. Exact. Donc, première chose, ça va être de faire le budget. C'est le premier élément dans lequel ils vont avoir à travailler. Je pense qu'ils ont aussi d'autres petits dossiers, là. Je ne sais pas si tu as vu... on en a déjà parlé, je pense, ici à Dolbeau-Mistassini, à tout le moins, là, sur la question de l'ancien édifice là, qui a été fait, qu'on veut détruire là, pour le pont. Oui. On pourra peut-être en reparler de ça. Mais, donc, il y a certains dossiers, mais le dossier fondamental à cette période-ci de l'année, c'est effectivement le budget. C'est donc à dire les rencontres avec les chefs de service et les chefs de service pour pouvoir être en mesure de présenter
au cours du mois de décembre, quelques jours avant Noël, là, le budget de l'année 2018. Ouais. Parlons-en de cet édifice-là qu'on veut démolir. En fait, c'est l'espèce de promontoire qui nous permettait d'avoir une vision sur la rivière, sur ce secteur-là, qui est à côté de l'épicerie du métro, en fait. Oui, oui. Pourquoi on veut le démolir? Parce qu'il... Ben, d'après ce que j'ai pu voir et lire, c'est le fait qu'au niveau du ministère des Transports, on veut avoir un accès dégagé, l'accès de la voie pour prendre le nouveau pont. Et pour les gens qui veulent, entre autres, aller à l'épicerie, disons, qui arrivent du secteur de Mistassini et aussi, fort probablement, de l'autre secteur, afin de décongestionner un peu la rue des Érables, la lumière à la rue des Érables. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de trafic là, qui se passe dans ce coin-là. Oui, l'autre fois, j'ai attendu 4 minutes. Hein? À Dolbeau-Mistassini? Oui, 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 oui. Alors, c'est pour permettre effectivement un peu de c'est la raison qui est invoquée. Et semblerait-il que l'ancien conseil, parce que là, on est maintenant à dire un nouveau conseil, l'ancien conseil aurait accepté par résolution que le ministère des Transports débâtisse cette c'est pas très vieux, là. 1992. Ben, On parle d'un investissement dans le temps de 250 000 pour la construction de ce monument-là, qui est un peu l'illustration du monastère, avec sa tour. En fait, là, il y a un groupe de citoyens qui a décidé de dire, bon, ben non, on n'a pas besoin de le débâtir, là. Essayons de trouver autre chose pour... Est-ce que c'est pas l'air? Est-ce que c'est utilisé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Moi, je pense que tu as beaucoup de... Tu as des personnes qui, quand ils prennent leur marche ou ces choses-là, montent jusqu'en haut pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est pas un promontoire comme celui qu'on peut retrouver dans le parc de la Pointe des Pères. Oui, oui. OK? Mais qui te permet d'avoir... l'idée de c'est quoi quand tu es dans un clocher. C'est aussi le respect du patrimoine bâti. Exact. Je pense que c'est fondamental. Là, et ça a été monté pour souligner le 100e anniversaire de l'arrivée des Pères Trappistes. On a fêté le 125e cette année, mais c'était donc en 1992. On est arrivé ici en 1892 et c'est pour ça qu'on avait monté ce promontoire. C'est particulier de l'avoir... Bien, je le sais que maintenant la ville est fusionnée, mais de l'avoir mis dans le secteur d'Olbeau parce que les Trappistes ont une incidence beaucoup plus importante dans le secteur de Mistassini. Oui, en fait, à partir de la rivière Mistassini. Mais ça a été une façon, en 1992, souligner l'arrivée des Pères Trappistes dans le secteur. Je dois dire, j'aurais tendance à dire que je suis un peu d'accord, je pense, avec les gens qui veulent le conserver. D'essayer de voir si on ne pourrait pas trouver une autre solution là, pour faire la fluidité du... Oui, puis c'est surtout, moi, parce que je trouve que l'argument fluidité, je le comprends. On le comprend. Mais on est loin du pont du Buc à Chicoutimi. C'est évident. Tu sais, 4 minutes d'attente. 4 minutes, c'est arrivé une fois, puis je passe là toutes les semaines. On blague avec ça, mais il reste que 4 minutes dans la vie de quelqu'un quand ça te permet d'écouler ton trafic adéquatement. C'est quand même, correct, à moins que tu à moins que tu veuilles aller à l'urgence. Je pense à ma sœur dans le coin de Montréal il y a quelques années où son travail était à 20 km de chez elle, mais ça lui prenait 1h15. Ben oui. Imagine. Fait que là, on est loin de ça. Exactement. Donc, et il y a ça. Et en fait, ce que j'ai lu ce matin, c'est que semblerait-il que le maire actuel aurait décidé, même si le conseil de ville a accepté par résolution la démolition de l'édifice, aurait décidé d'un peu de revoir le dossier et à tout le moins rencontrer les gens du ministère des Transports pour essayer de voir s'il n'y a pas effectivement une autre solution qui pourrait être envisagée afin de permettre un écoulement ou une fluidité un peu plus grande du trafic dans ce secteur avec la venue du nouveau pont. Il y a à y regarder qu'est-ce qu'il y en était et voire même, il soulignait en fait dans sa déclaration que ça pourrait même être allé à faire en sorte que
les nouveaux conseillers pourraient peut-être avoir à se reprononcer d'une façon ou d'une autre sur ce dossier-là. Alors, je pense qu'il y a effectivement là une interrogation populaire qui est nécessaire. C'est correct de poser des questions puis oui. de vouloir conserver son patrimoine bâti. Surtout qu'il y a des solutions très simples. On pourrait faire un tunnel en dessous. Oui. Oui, c'est exact. Et, tu sais, ça m'amène à réfléchir ou à me poser aussi la question. Tu sais, on a un autre monument qu'on ne sait pas quoi faire avec, puis qui est en train de se déprécier énormément, c'est effectivement le Juvénat. Je ne sais pas si... Il y a des projets sur la table, mais il y a ouais, rien de mais confirmé. tu sais, on avait l'école entrepreneuriale là, qui avait été menée de l'avant par l'ancien préfet. Est-ce que ça veut toujours être par le nouveau préfet? Ce serait peut-être une question, effectivement, à poser là, pour voir qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait à ce niveau-là. Moi encore, je sais qu'il y a encore des promoteurs qui avaient été approchés pour dire, bon, bien, écoute, voulez-vous l'acheter? On ne le vend pas cher. Ouais. Si vous le chauffez, on le vend pas cher. Oui, on ne le vend pas cher. Mais attends, c'est ça le problème. C'est que ça va faire un deuxième hiver. Sans beaucoup de chauffeurs dans la bâtisse, comme on dit. Et il y a fort probablement de la détérioration qui va se faire. Ça accélère aussi. Un bâtiment qui a été construit en 1949, là. En tout cas, ça nous amène à se demander... C'est important de conserver le patrimoine bâti. Moi, je pense que oui. Tu sais, notre histoire, elle nous permet de savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va, dans un certain sens, tu comprends? Et surtout au niveau du patrimoine, surtout un bâtiment de cette nature-là. Regarde quand ça a été le temps de sauver l'ancien monastère. OK? À un moment donné, je me souviens, j'étais attaché politique et Denis Trottier, qui était conseiller municipal à ce moment-là, on ne peut pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de sauver les tours, parce que les tours menaçaient de s'effondrer, puis tout le kit. Bien, on a réussi à faire en sorte que l'ensemble de tout ce bâtiment-là puisse être acquis dans le temps, c'était l'hôpital, OK, par et le CLSC, donc ça s'appelait C3S. Donc, de pouvoir être en mesure de le faire acheter par lui, qui ont créé un organisme qui a du nom de c'est une image. Ben oui, puis... c'est un symbole pour le monde. Et ça représente exactement l'image du coin. Ça l'a permis, publiquement, on a dit qu'il doit y avoir une façon de s'en porter acquéreur, de le sauvegarder, puis de surtout le sauver. Parce que les tours, effectivement, là, c'était rendu que tu pouvais quasiment plus aller. Il tombait des briques, là, comme on dit. C'était dangereux. Mais attends, tu comprends, on a pu sauver, oui, cet élément visuel architectural, mais on a aussi pu donner. Il y avait déjà une vocation pour l'hébergement et ces choses-là, mais on a pu la maintenir, on a pu l'améliorer et on a aujourd'hui un endroit qui fait en sorte qu'on se souvient ou on se rappelle qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Ouais, c'est important. Moi, anecdote, mais en tout cas qui a été pour moi révélatrice, c'est à l'époque où Saguenay était capitale culturelle il y a quelques années. On faisait une série de documentaires sur la rue Racine à Chicoutimi. Okay. Et puis, tout le bas de la rue Racine, on a commencé par faire des recherches historiques pour réaliser qu'on n'a tellement pas respecté le patrimoine bâti. Si on avait gardé le patrimoine bâti de la rue Racine, entre autres dans le bas, ce serait maintenant aussi beau qu'à Baie-Saint-Paul. Mais on se retrouve maintenant avec des parkings et des édifices en clabard qui sont plutôt moches, en fait. Là. Fait que je trouve ça important de pouvoir conserver ça. Exact. C'est comme on dit... C'est le fun d'habiter dans un endroit où c'est beau, tu sais. Dans un sens, tu sais, je sais pas, quand tu vois au conseil de ville, quand on veut faire des travaux, comme sur toute la question de la 4e avenue, dans ce coin-là, et que ça te prend, un PPA, je pense, en tout cas, il y a un règlement qui existe, que si tu veux rechanger la fenestration de ta résidence dans ce coin-là, tu te dois d'avoir l'autorisation du conseil de ville parce que tu ne peux pas mettre n'importe quel type de châssis parce que le châssis, il faut qu'il respecte justement le patrimoine bâti et le patrimoine que représente cette maison, cette résidence-là.
Et tu te dis, elle est rendue où la liberté de faire ce qu'on fait avec nous? Elle est rendue dans le sens où il y a un respect de certains quartiers, de l'image de certains quartiers, et ça permet de faire en sorte que si tu as décidé de t'acheter une résidence dans ce coin-là, ben, ta résidence, elle est bâtie et elle se doit. C'est ça qui fait que c'est beau, hein, puis que c'est... en tout cas... Ah, et puis ça va nous amener, hein, à dire, on a discuté trop quatre ouais, mais c'est ça, dossiers avec ça. on est là, on parle de plein de choses, c'est le fun. Bonne nouvelle pour RTA, en fait, pour les employés, pour la région, parce qu'on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles avec Rio Tinto dans les dernières années. Là. Premièrement, c'est qu'on va investir 40 millions à l'Abbé, dans l'usine de l'Abbé, pour augmenter la production. Ça, c'est un bon signe, d'un. Et aussi, le ministère de l'Environnement a donné le feu vert pour le projet de bauxite pour l'usine Vaudreuil. Donc, est-ce qu'on va enfin se sortir de la crise de l'aluminium et avoir des investissements à P60, je ne sais pas? Je ne sais pas si ça augure pour ça, mais à tout le moins, ça permet là, de pouvoir conserver ce que l'on a et de les rendre efficaces, efficaces encore aujourd'hui. Alors ça, c'est un... Ça se doit d'être interprété comme une très bonne nouvelle dans le milieu. Ça permet de dire que est-ce que ça va amener la robotisation ou la modernisation, souvent de fois, nous amène à dire, bon, on va peut-être avoir moins d'employés parce que le robot est plus efficace. On n'ira pas jusque-là, mais à tout le moins, ça assure qu'il y a une production qui est faite dans le secteur d'ici. Et on a perdu beaucoup dans ce... Exact. Hey, écoute, l'usine, justement, l'usine Vaudreuil qu'on parlait tout à l'heure, ça a été déjà la vache à lait des emplois dans le secteur. Et c'est quand même pas des emplois à 2 de l'heure. C'est quand même de bons emplois. Et c'est intéressant de voir qu'à tout le moins, on continue de vouloir investir pour maintenir. Parce que, à Alma et tout ça, c'est la même affaire. On s'assure que la production soit toujours à la fine pointe un peu de la technologie. Et c'est important, je pense, pour nous autres, pour la région et surtout pour les emplois que ça crée. As-tu monté ton arbre de Noël? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Mais habituellement. Ouais. Et c'est quasiment une chicane annuelle à la maison. Moi, là, il ne faut pas faire ça avant le 10 de décembre. OK? Non, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, il y en a déjà, on sait, on a pu en voir à certains endroits là, qui ont déjà commencé. Mon épouse a quand même fait l'arrière de la maison. Mais en tout cas... mais moi, c'est pareil. Ma blonde, elle a enlevé les décorations d'Halloween, puis elle a commencé à mettre des décorations de Noël. Et nous autres, c'est la neige. Quand il y a de la neige au sol... Ben voilà. Le 10 de décembre, habituellement, on ne se trompe pas trop. Ouais. Il y a un peu de neige et ça nous permet au moins de dire, la petite lumière que je viens de poser là, elle va bien se refléter dans la neige. Je te parle de ça parce que je ne sais pas si tu as encore une crèche, toi, de Noël en dessous de ton sapin. Oui, une que j'ai fabriquée moi-même il y a maintenant tout près de 30 ans. Oh, génial. Parce que... Elle est très fragile. Oui. À date. Elle est moins solide que ton garage. Oui, un peu. Parce que on sait qu'à Rivière-Éternité, il y avait une exposition de crèches. Il y en avait plein à l'extérieur, puis le sol était rempli. Et c'est plus rentable. Et la corporation Rivière-Éternité a décidé de vendre des crèches. Ils ont déjà commencé, mais il resterait près de 300 crèches à vendre. Je trouve ça triste parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Tu passais par là, puis il y avait des grosses crèches à l'extérieur. Je n'étais jamais allé visiter le sous-sol de l'église où il y en avait beaucoup, soit dit en passant. Mais bon, on a passé. Fait que si vous n'avez pas de crèche pour Noël, vous pouvez aller à Rivière-Éternité. Vous achetez une crèche créée par plein de créateurs. Oui, exact. Ça a été fait. Là. C'est pas manufacturé. Là, hein? C'est vraiment là, des gens qui se sont bricolés des crèches de Noël et qui les donnaient, je pense, ou les vendaient à la corporation. Je ne sais pas là, de quelle façon ça se passe. Mais c'est-tu ça? C'est parce que je pense à ça. J'ai jamais été. Tu n'as jamais été? Non. Mais non, j'ai vu les reportages, mais j'ai jamais eu l'occasion, si je peux m'exprimer ainsi, d'aller voir
ce que ça donnait. Ben moi, j'ai tout vu celle qui était à l'extérieur. Puis celle-là, on va les conserver. C'est vraiment celle qui était à l'intérieur, dans le sol de l'église, OK. qu'on liquide. Mais non, mais je trouvais que c'est un beau projet. Oui, Là, oui, maintenant, oui. c'est Ben, terminé. ça peut peut-être redonner l'idée de remettre de l'avant un tel festival. Le fait que, bon, on n'arrivait plus. Il ne faut pas oublier hein, qu'on a un essoufflement à un moment donné de bénévoles à l'intérieur de ces organisations-là. Oui, puis notre manière de consommer la culture, tous les Exact. festivals ont certaines Ouais. difficultés. Oui, ces dernières OK. années. Oui, On a vu le western qui a fermé. c'est ça. Et donc, ça amène... je ne pense pas que c'est la fin d'un phénomène, ça. Mais je pense que c'est peut-être une façon de se dire, non, c'était plaisant qu'on ait ça, cette affaire-là. Pourquoi qu'on ne remet pas de l'avant quelque chose de similaire au goût d'aujourd'hui? Là? Ça peut amener les gens à se mobiliser pour dire, hey, regarde, on fait-tu quelque chose avec ça? Exact. OK. Donc, on reste à Saguenay. On parlait de promotion Saguenay et de diffusion Saguenay, deux entités créées par le maire Jean Tremblay. Pourquoi on parle de promotion Saguenay? C'est qu'on sait qu'avant les élections, il y avait eu un revirement. On avait nommé Éric Larouche comme président. Il y a eu une rencontre avec la nouvelle mairesse Josée Néron qui le laisse en fonction. Je pense que c'est une rencontre cordiale. Mais elle va quand même reprendre, là, je pense, au printemps prochain ou à l'été, là, la présidence de promotion Saguenay. Et bon, ben ça reste positif. Les gens sont capables de se parler, de s'entendre. Mais c'est tout le mystère autour du contrat de Ghislain Harvey. Mon Dieu, si c'est pas si grave que ça, pourquoi on attend? Parce que là, on dit que ça va être remis dans les délais judiciaires. Mais pourquoi on attend aussi longtemps? Qu'est-ce qu'on a à cacher? C'est vraiment... Je veux dire, s'il avait sorti son contrat là, tout de suite, là, je pense qu'on n'aurait même pas parlé. Et là, écoute, ça s'étire. Quand on va le voir, là, il est mieux d'avoir de quoi d'extraordinaire là-dedans, parce que je vais trouver vraiment qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est toute l'affaire de la transparence dans la gestion de l'argent public qui est en cause là-dessus. Si je suis un employé d'un organisme public, mon salaire, là, il est public. OK? Parce que même si on dit dans l'entreprise privée non syndiquée, bon, tu as tel salaire, tu ne le dis pas à ton confrère ou à ta consoeur parce que tatoué, c'est privé, c'est tatoué. Tu ne sais pas comment elle gagne, puis tu ne sais pas comment il gagne. Puis, bon. Mais dans le domaine public, surtout ce genre de contrat-là, tu comprends? Si je fais... Regarde, je vais te donner l'exemple. À la MRC, on a embauché, à un moment donné, une firme de lobbyistes. Oui. Hein? Il y a eu une résolution à la MRC qui disait que ça va coûter 25 000 $ pour tant de temps pour embaucher cette firme. On le savait. Oui, 25 000 $ pour les résultats. Ah non, OK. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec... Moi, je pense que ce type de contrat-là, parce que là, maintenant, il est un consultant spécial, là. Ouais. C'est quoi oui. qu'on en... Ça, il faut que ça soit rendu public. Mais on dirait que c'est cette culture du secret, d'attendre, la culture juridique, de légaliste, là, ça me pue au nez un peu. Mais ça permet de protéger tout le monde là-dessus, sur une base théorique. Là. Ça permet de protéger tout le monde. Alors, Protéger de quoi? Et voilà, tu réponds à ma question. Il ne faut pas utiliser le terme de la fraude, mais ça permet pour les deux parties, ça permet de dire à un, au moins j'ai tant de temps avec un contrat, puis l'autre de dire, au moins pendant tant de temps, je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper de telle affaire. Ça, on est sur un principe de base, on n'a pas le textuel de l'entente quand on dit ça. Non, c'est ça. Et ce qu'on veut surtout connaître, c'est, le textuel aussi dans l'entente. Je veux dire, on ne faudrait pas qu'on ait quelqu'un qui est tabletté à tel salaire. Oui, c'est clair, comme on a vu au gouvernement d'ailleurs. Ça m'amène à parler de diffusion Saguenay parce qu'il y a des promoteurs qui sont sortis, entre autres Robert Doré, Robert Hakim, pour dire qu'il y a comme une concurrence déloyale avec Diffusion Saguenay qui contrôle l'ensemble des salles de spectacle à Ville-Saguenay et qui ne laisse pas de place aux producteurs. Là, entre autres, il y avait des cas où, entre autres,
Robert Hakim voulait faire venir le groupe Styx au Centre Georges Vézina, puis on a sorti plein de raisons pour dire pourquoi il ne pouvait pas. Puis quelques mois plus tard, on avait signé Styx au Centre Georges Vézina. Et là, tu fais. Et là, on nous a promis plus de transparence, qu'il y aurait de la place pour les diffuseurs, mais ça soulève aussi des questions de contrôle. Là. Exact. Et c'est à faire attention. On gueule assez contre la centralisation. Je pense qu'on a encore, c'est quoi que ça peut nous donner. Là. Et ça permet, c'est parce que ça a comme effet négatif d'empêcher l'initiative populaire ou l'initiative d'entrepreneurs. La libre concurrence. Et ça empêche ça. C'est quand même, je pense, dommage. Là, parce que, est-ce que c'est aux taxes municipales, pas les miennes, mais aux taxes municipales à payer à faire ça, ou ça devrait plus être l'entreprise privée? C'est une question, je pense, qu'il faut se poser. Oui, fort probablement qu'elle est maintenant dans le débat public. Là. On a quand même un conseil municipal là, à Saguenay qui nous dit qu'il veut un peu gérer davantage au niveau de la transparence. Ouais. Donc, ça peut au moins nous amener à favoriser, justement, peut-être une émergence d'initiatives qui n'origine pas juste d'une ligne droite d'en haut en bas. Ouais. Bon, on va parler maintenant du jour du souvenir. Au mois de novembre égale jour du souvenir. Quels sont tes souvenirs? Sais-tu mais quelle importance tu donnes à ça, toi, le jour du souvenir? Ben, moi, il me semble que c'est en 2007 ou 2008 là, qu'on a eu le cénotaphe. Cénotaphe, oui, cénographe, c'est un autre. Le cénotaphe ici, donc par un regroupement d'anciens combattants du secteur qui ont dit, bon, ben pourquoi est-ce qu'on ne le met pas? On a réussi à avoir la place là, du souvenir. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, parce que par chaque année, on souligne, entre autres, tu sais, c'était surtout les hommes dans le temps, là, mais des hommes qui étaient originaires du coin, qui sont décédés, qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée aussi. Et on a pu voir maintenant leur nom. Ouais. Ouais, on les a fait connaître. Je sais que à chaque année, je le couvrais, moi, puis on avait des gens que l'on soulignait plus particulièrement, qui avaient effectivement, qui étaient originaires d'ici, qui sont morts là-bas. Et ça permet aussi de faire en sorte que d'anciens militaires, d'ex-militaires, qui sont toujours vivants, aussi de revenir, même si tu n'as pas participé à un conflit en tant que tel. Tu as été militaire, et ça permet de se souvenir que des hommes et des femmes, aujourd'hui, de plus en plus, là, mais ils ont d'autres problèmes aussi, mais en tout cas, on n'en parlera pas là. Mais ça permet à ces hommes et ces femmes de se faire connaître, de savoir que dans le milieu, on a, oui, des gens qui ont participé à ces conflits-là et ils deviennent pas nécessairement de très grands héros, mais ils deviennent des gens qui ont voulu consacrer leur vie à... Ça fait réaliser aussi à monsieur et madame tout le monde que c'est un service public, l'armée, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas, fait qu'on doit quand même avoir un certain respect pour ces gens-là. Un respect, se souvenir. Ça nous permet d'avoir aussi on parlait de l'histoire tout à l'heure, l'importance du patrimoine bâti. Mais l'histoire a aussi ceci de particulier, c'est qu'elle nous permet de savoir qu'est-ce que l'on a fait et quel a été l'impact de ce qu'on a fait sur le vécu d'aujourd'hui. Et je pense que le jour du souvenir est effectivement une façon de se dire, on a participé, on a fait des choses dans le cadre de temps. Moi, je suis allé plusieurs fois, j'ai travaillé quelque temps en Normandie dans ma vie, et puis je suis allé à Dieppe où il y a eu le débarquement des Canadiens manqués de 1942. Et dans cette petite ville-là, écoute, il y a la rue des Canadiens, il y a un parc des Canadiens, il y a un petit cimetière canadien. Puis là, tu es là, mais quand les gens réalisent que tu es Canadien, il y a une espèce d'aura, de respect, de remerciement, un peu comme si c'était moi qui avais fait quelque chose. Oui. Tu sais, j'ai fondamentalement rien à voir là-dedans. Mais
Tu sais, ces symboles-là gardent justement le souvenir de pourquoi on fait les choses. Moi, je trouve ça important. D'ailleurs, j'ai toujours milité, militer, c'est le mot à dire, mais tu sais, pour dire des fois le nom des rues, quand on nomme le nom, on dit, bon, ça va être la rue Montcalm, c'est qui Montcalm? Je trouve ça important aussi de se souvenir de ça parce que ça m'a toujours un peu étonné qu'il y ait une rue Durham, entre autres, à Québec. Là. Ouais, Parce que quand on se souvient c'est qui, on fait pourquoi on l'honore avec le nom d'une rue. En tout cas. Mais il fait partie de l'histoire. Hein? Il fait partie de l'histoire. Mais c'est pas une histoire qui est positive. Oui, mais l'histoire, c'est l'histoire. Oui, mais tu ne verrais pas une rue Adolf Hitler à Berlin. Non. Fort probablement pas. Bon, parce Durham, que c'est pas Hitler, mais quand même, c'est quelqu'un qui a essayé d'assimiler les Canadiens-Français. Puis, On aurait un bon débat, là. En tout cas, c'est correct. Bon. Je veux parler... c'est en lien avec ce qu'on a parlé un peu là, de la vague de dénonciation des agressions sexuelles au Québec. Là. Bon, on sait qu'un qui a été visé, c'est Gilbert Rozon. Et il y a les humoristes... avec Martin Petit en tête, qui se sont rassemblés, une cinquantaine d'humoristes, pour dire « Nous, on ne veut plus porter le nom de Juste pour rire, fait qu'on va créer le Festival du rire de Montréal. » Puis ils ont même ouvert la porte aux anciens employés de Juste pour rire en disant « Tu sais, si ça va mal, nous, on veut faire quelque chose. » Moi, je salue cette initiative-là. Je trouve qu'à un moment donné, il faut... je comprends que c'est pas toute l'organisation Juste pour rire qui est fautive là-dedans, mais ça a été porté par un homme qui est un peu dégueulasse. Là. Fait que je trouve ça sain que les gens se prennent en main parce que le Festival Juste pour rire, il ne faut pas oublier que ce que ça vend des humoristes, ça vend du rire. Si les humoristes ne sont plus là, c'est eux la matière première de cette entreprise-là. En fait. J'ai eu l'occasion de prendre le reportage dimanche soir qu'il y avait à l'émission... tout le monde en parle. Oui. OK? Où ils étaient, une bonne partie était présent. Ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que, tu sais, un humoriste, tu sais, tu es un gars qui est dans ce milieu-là, qui est aussi dans ce milieu-là. Tous ces artistes sont tous des travailleurs quasiment, sont autonomes. Oui. OK? Or, ce sont tous des hommes et des femmes d'affaires qui sont... c'est leur image. Qui font leur spectacle, c'est ça. Or, là, ça permet à ces gens-là de se dire, ensemble, on va se créer un événement où on va tous amener chacun notre part de comme on fait actuellement pour quelqu'un, et on va s'organiser pour que cet événement-là, les profits, si je peux m'exprimer ainsi, ou enfin tout l'argent qui en découle, va faire en sorte que elle va nous revenir, mais elle va surtout revenir un peu à la société parce qu'ils ont créé une forme d'organisme sans but lucratif, si ma mémoire m'est fidèle, ou une forme de coopérative sans but lucratif, pour pouvoir être en mesure de monter cela. Et ça leur permet d'amener ce qu'ils amenaient à quelqu'un qui était le Festival Juste pour rire, qui était une entreprise privée qui le montait, une maison de production nouvelle qui est faite avec les artisans de cette production. C'est une idée qui est plus qu'intéressante. Je veux dire, dans nos milieux, Pierre, tu le sais, pour y avoir aussi, si on n'avait pas des artistes locaux qui ont dit, bon, mais gars, on ferait ça, là, nous, là, et on le fait nous-mêmes qui demandons. On n'a pas attendu, tu sais, quand Jimmy faisait ses pièces de théâtre l'été, on n'a pas attendu qu'une autre maison de production vienne le faire. Hein. Ouais. Il a dit, bon, ben garde, on va se ramasser une gang, puis on va se le monter. Puis la population, il a bien rendu en assistant par milliers. Exact. Ils sont fiers aussi là, du développement local. C'est ça. Donc, mais c'est ce genre de choses-là. Tu sais, ça permet de faire en sorte que, oui, de nouvelles entreprises, si je peux m'exprimer ainsi, ont monté. Et ils sont montés par les artisans que l'on va retrouver sur scène, ces choses-là. Ça, c'est une idée plus qu'intéressante. Il y avait Mme Anglais, la ministre du Développement économique, là, qui disait que l'industrie culturelle est une industrie qui est très, très forte au Québec. Hein? On en parle et que tu en parles les gens, souvent, ils pensent que la culture, c'est un monde de subventions, là, mais ça fait rouler une bonne partie de l'économie. Exactement. C'est très payant pour Exactement. les milieux. Et
elle saluait, elle aussi, cette initiative-là. D'ailleurs, je pense que le ministère a procédé à une forme d'encadrement pour aider à la mise sur pied du festival. Et ça permet justement de faire en sorte que notre culture reste chez nous. Ouais. Elle est construite par des gens de chez nous et elle est construite surtout par les artisans. Et c'est ça qui est fondamental, je pense, dans le développement culturel du Québec et de la région, puis de chez nous aussi. Il ne faut pas oublier tout ce que vous avez fait pour faire ça. Bien, merci, je vais en prendre une partie, mais une minime partie. On a parlé du jour du souvenir. Je vais revenir un peu sur le caractère militaire du Canada parce que demain, Justin Trudeau va être dans une conférence spéciale de l'ONU sur les missions de paix en fait à l'étranger. On sait que les casques bleus, c'est une invention canadienne. Ça nous a permis d'avoir notre seul prix Nobel de la paix dans M. Lester B. Pearson, ancien premier ministre du Canada, qui avait créé ça. Et là, on va dire comment on veut s'engager, comment le Canada... Mais c'est parce qu'on sait que le Canada a changé. Ces missions de guerre militaire, depuis la Corée, il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu l'Afghanistan un peu. Oui. C'est quoi la place du Canada militairement dans le monde, selon toi? Quelle place on devrait prendre? Et je pense que là-dessus, sur la question des casques bleus, OK, on sait que ça coûte quand même très cher, Oui. mais indépendamment de ça, on avait trouvé une façon de rendre la vie militaire pour faire la paix. Oui, c'est comme de l'ingérence humanitaire qu'on faisait, mais puis quand ça justifiait le rôle de l'armée, parce que ces gens-là ont certainement besoin d'un peu de protection, d'organisation. Exactement. Maintenant, tu sais, j'ai quand même en tête la mission de paix qui avait été menée par, c'est dans le pays africain où est-ce qu'on avait eu un génocide Rwanda. Au Rwanda. Et tu te souviens, Roméo Dallaire n'en dort pas encore, semble-t-il. Ben non, il a été... Mais tu comprends que oui, on est limité quand on fait ce genre d'action-là, mais on a su développer, qu'on le veuille ou non, une forme d'expertise dans les interventions. À Chypre, on a été longtemps à cet endroit-là. Et Chypre s'est rendu un peu le club med des casques bleus. Oui. Mais on a quand même été là. Et ça permet de faire en sorte, je pense que internationalement, oui, on est membre de l'OTAN, oui, on est membre du NORAD. Ces deux-là ont moins d'influence ou ont moins de pertinence qu'ils l'ont eu pendant la guerre froide, du temps de la guerre froide. Mais il reste que l'utilisation de nos forces armées au service de la paix, entre guillemets, ça nous donne une image et positive internationalement et importante au niveau humanitaire, même de ça, ce qui en était. Donc moi, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là d'avoir un rôle important à jouer. Puis il y a un monsieur, je ne me rappelle plus son nom, à l'ONU, qui disait que même si c'était positif, l'annonce que le Canada va faire demain, on ne sera jamais capable de répondre à la demande, parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. Ça, je suis d'accord. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et des fois des vies humaines. Oui. Parce que même si on a fait, comme l'intervention qu'on a menée en Irak, avec les Kurdes, c'est ça, on a quand même eu des morts. Là. En Afghanistan aussi. Et en Afghanistan aussi. En Afghanistan, c'était différent. Oui. Faut dire. OK. On a un comité d'experts qui s'est penché sur la lutte à la pauvreté et qui, je sais que le gouvernement avait mis un certain espoir dans le revenu minimum garanti. Le comité d'experts a dit non, revenu minimum garanti, trop compliqué à appliquer, on n'est pas certain des résultats. On sait qu'il y a des tests qui se font en ce moment, entre autres en Finlande, là-dessus. Quel plan on devrait prendre, nous, au Québec, pour lutter contre la pauvreté? Parce qu'il y a des problèmes fondamentaux. Là. Je veux dire, quelqu'un qui travaille 40 heures au salaire minimum et à 40 % en dessous du seuil de la pauvreté, là, il y a un problème. Là. Comment on devrait agir si on ne fait pas le revenu minimum garanti? Je ne suis pas sûr non plus, moi aussi. J'ai effectivement écouté ce que les spécialistes ont dit sur la question. Bon, la démotivation au travail, ce genre de choses-là. Tu comprends? Je pense que c'est travailler
tout le monde le veut. Mais tout le monde ne peut pas le faire au même rythme et à la même façon. C'est certain aussi que quand tu aimes ton travail, ton rapport avec le travail est différent que quand tu ne l'aimes pas. Exactement. Tu sais, je veux dire, tu peux utiliser tes talents dans les formes de travail dans lesquelles il peut y avoir de disponible. La question, c'est pourquoi est-ce que on rémunère, on va prendre une image, là, le balayeur de rue, moins cher que le constructeur ou l'électricien qui y travaille. Moi, je pense que si on veut regarder, il faut regarder qu'est-ce qui pourrait être fait sur la forme de l'équité salariale, plus que sur on va aider quelqu'un qui va pas cher. Il y a le gros bon sens aussi, là, parce que moi, je regardais ça, là, mettons, quelqu'un, un gardien d'animaux, là, okay? Ça fait 2 fois le salaire de quelqu'un qui travaille en CPE qui garde des enfants. Ah. Je trouve que des fois, il faudrait mettre nos priorités. C'est ça que je te dis. Je pense qu'il y a peut-être à regarder sur la forme, de quelle façon on pourrait arriver à une forme d'équité. Et non pas partir sur toi, c'est simple, c'est sûr, tu es dans la chaîne de montage puis tu tries les morceaux qui sont pas bons. C'est sûr que pendant 8 heures de temps, là, tu vas être fatigué à la fin de la journée, là, puis peut-être que tu vas en passer qui sont pas bons parce que tu étais rendu trop fatigué. Mais pourquoi est-ce que cette personne-là, si on l'a mis à faire ce travail-là, c'est qu'il y a une utilité de le faire. C'est sur la qualité de la chaîne de production qu'il faut que cet individu-là est aussi important que celui-là qui a conçu la machine pour pouvoir être en mesure de produire le bien. Bien, est-ce que le fait d'avoir utilisé davantage ton intelligence à faire telle affaire, puis alors que l'autre a une facilité manuelle et que tu lui... C'est quoi, là? Moi, je maintiens que la pauvreté va être là. On hiérarchise beaucoup la connaissance. Bien, c'est ça. Mais ça devient absurde parce que même si tu es, je sais pas moi, physicien nucléaire, si, je sais pas, ton auto tombe en rack, tu as besoin d'un mécanicien. Je veux dire, la connaissance, c'est toujours une question de contexte. Tu sais, on dit on est dans un pays riche, hein? On est dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui a beaucoup mais on est dans un pays riche où la pauvreté gagne du terrain année après année. Oui. Puis il faudrait réaliser aussi que si on veut relancer l'économie, là, c'est bien beau subventionner des compagnies, puis etc. Mais si la majorité des gens ont un bon travail, ils vont dépenser. Et c'est ça qui va faire fonctionner l'économie. C'est ça qui va te faire rouler. Il n'y a pas de secret, là. Je veux dire, les économistes, c'est pas ça. on vous le dit. Tu sais, la question du salaire minimum garanti, on a quand même des formules actuellement qui permettent de faire en sorte qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi ou qui, tu sais, bon, l'aide sociale, l'assurance chômage, ces choses-là, sont quand même des mesures qui ne sont pas des mesures pour favoriser le maintien du sans-emploi. Hein, et ce qu'on te donne te permet de vivoter et même pas là, 3 semaines dans le mois. Le monde qui pense que être le bien-être social, c'est le bonheur. C'est 3 semaines dans le mois, là, puis un mois à 4 semaines. La 4e semaine, là, tu la vis... Tu la vis pas. Tu la recherches. Oui, tu essaies de ne pas trop bouger. Mais tout ça étant dit, les mesures que nous avons mises de l'avant sont par rapport aux États-Unis, on est quand même mieux outillés. Le comité dit, prenons ces mesures que l'on a mis de l'avant, qui sont pour des personnes démunies. Prenons ces mesures-là et essayons de voir comment est-ce qu'on ne pourrait pas les bonifier pour permettre à faire en sorte que l'état de pauvreté soit un peu plus enrichissant pour, non pas de se mettre riche avec la pauvreté, mais tu comprends, comment est-ce qu'on ne pourrait pas les bonifier? Et je pense qu'ils ont... Dans l'état actuel des choses de l'économie et de la façon dont ça fonctionne, je pense que c'est une piste de solution sur laquelle il faudrait travailler. Et peut-être qu'en partant de là, on pourrait se dire, bon, bien, regardons aussi, c'est quoi la fameuse notion du salaire minimum au Québec? Est-ce que
Un salaire, mais tu sais, actuellement, il y a le monde syndical demande un salaire minimum à 15 de l'heure au lieu de 10 et quelques. 15 de l'heure. Est-ce que, bon, avec 15 de l'heure, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi pour la personne qui va l'avoir? Es-tu capable de sortir d'un état de pauvreté? Ou si tout ce que ça va permettre de créer, c'est de faire en sorte qu'elle n'en aurait même pas assez pour se sortir du... Ouais, Alors, je pense qu'il y aurait à étudier peut-être davantage. D'abord, on a un ensemble de spécialistes et de connaisseurs et de connaissantes qui... de connaisseuses, en tout cas, de connaissants et de connaissantes, tiens, on va le dire demain, qui sont en mesure de nous amener des scénarios potentiels, de voir qu'est-ce que ces mesures-là pourraient avoir comme impact beaucoup plus facilement que de se dire, bon, ben, mais oui, parce que les formules de salaire minimum garanti pas de salaire minimum, mais de revenu minimum garanti, ne sont pas appliquées intégralement à ce qu'on nous dit. Alors, tu sais, la meilleure des formules, c'est peut-être de voir avec ce que nous avons actuellement, de quelle façon on pourrait les bonifier pour permettre aux gens, effectivement, de pouvoir être capables d'avoir au moins leurs 3 repas par jour. Oui, au moins. Puis, tu sais, on pourrait. Puis il y a peut-être d'autres solutions. Tu sais, moi, je pense des fois, ce qui coûte cher beaucoup, c'est se loger. Si on avait des plus de logements sociaux, je sais pas, moi, je sais pas. Je suis pas spécialiste, là, je veux pas. Mais il faut. C'est parce que ce sont tous des hypothèses qui ont je pense, qui ont le mérite de faire l'objet d'études assez approfondies. Ouais. Je sais bien qu'on a des émissions antérieures où on disait que des études, c'est bien tannant, là. Mais là-dessus, on est quand même dans un débat social qui se doit d'être alimenté par des faits, des chiffres, des stats et par... Puis regardez aussi ce qui se fait ailleurs. Moi, je trouve des fois, on ne fait pas assez ça. Il y a des choses qui fonctionnent ailleurs. Pourquoi on ne pourrait pas essayer de les faire ici? Il y a ça aussi. Es-tu un fan des Jeux olympiques? Oui et non. Oui et non. Encore là, c'est la même affaire. Ouais. Je dois dire que j'ai eu des préoccupations sur les sports quand mes enfants étaient un petit peu plus jeunes. Non pas que c'est moi qui les pratiquais, mais on les faisait pratiquer. Ouais. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va s'asseoir devant... des gens qui font du saut à ski. La télévision, oui, tu sais, je vais le regarder, là, mais je n'ai pas une préoccupation. Comme tout le monde, on est bien content quand c'est un gars de notre équipe ou une fille de notre équipe qui remporte. Moi, pour être allé aux Jeux olympiques de Turin, pas comme athlète, là, mais pour y aller, j'ai vraiment aimé l'esprit olympique. Je trouve que c'est des belles compétitions. Il y a une convivialité, il y a une fraternité qui se passe. Là, par exemple, on sait que c'est de plus en plus difficile de trouver des villes hautes. Et là, il y a des lacunes, pas des lacunes, mais des tuiles qui tombent sur la tête, on dirait non-stop. On a vu, entre autres, dans le hockey, que la Ligue nationale interdit à ses joueurs d'aller pratiquer. Donc, notre tournoi olympique de hockey va être, je dirais pas intéressant, mais peut-être moins intéressant. Et là, il y a un nouveau rapport, de nouvelles études, des nouvelles données qui sont en train de prouver que la Russie avait un système de dopage, mais étatique. Là. Donc, c'est l'État avec ses laboratoires qui permettaient de tricher. Et là, le comité olympique va se pencher sur peut-être interdire à la Russie d'être aux Jeux olympiques d'hiver l'an prochain. Ça aussi, ça serait particulier parce qu'on se retrouverait un peu comme en 1980. Oui, et quand tout le monde va décider de ne pas y aller à Moscou. Quand tout le monde occidental n'a pas été. Fait que je sais pas comment développer l'intérêt. C'est comme rendu une trop grande machine où on met bien trop d'argent sur des installations puis des spectacles d'ouverture, puis on oublie l'essentiel qui est des athlètes qui font du sport et de la performance. Ouais. Et par contre, la performance d'athlète, où je suis d'accord avec tout le monde, pourquoi amener le dopage pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une très bonne performance, alors qu'au départ, on se dit c'est la performance humaine, si je peux m'exprimer ainsi, qui se doit d'être c'est comme tellement important de gagner, tu sais. Oui. Tu sais, dans un sens, on discutait, avant l'émission, on discutait tous les deux de... Toi, tu me disais, moi, j'ai appris à perdre dans ma vie. Ouais. Peut-être qu'on aurait peut-être avantage, quand on fait de la pratique de sport, à apprendre aux gens comment perdre. On les apprend tous comment gagner, mais peut-être qu'on devrait aussi apprendre. Je pense qu'on apprend plus quand on perd. Puis, puis il y a un facteur important, c'est quand tu participes à quelque chose, de tout donner pour gagner, c'est sain.
Mais d'accepter la défaite, là, c'est pas grave. C'est bravo à ceux qui remportent, mais je sais pas, je trouve qu'on met tellement d'importance là-dessus. On le voit même là, dans les sports, entre autres dans le hockey. On voyait que le développement de joueurs qui voulaient juste participer à faire du hockey, c'est difficile parce qu'on mise beaucoup sur l'élite, sur la performance, sur... c'est ça. Je sais pas, il y a une réflexion à faire aussi sur le sport amateur, sur l'idée de victoire ou de gagner. Puis ça, c'est pas même dans le sport, dans la vie en général. Mais je trouve ça intéressant qu'on amène, en tout cas, que tu amènes le sujet de cette façon-là, parce que on a, pas publiquement, mais au niveau de l'opinion publique, on a à se former des idées sur qu'est-ce qu'on veut avoir, comme pratique et comme phénomène. Et les milieux se doivent aussi de se regarder et de se dire, bon, peut-être que la culture de la victoire est quelque chose d'important, mais peut-être que de quelle façon on pourrait rendre positif la culture de la défaite. Il y a peut-être des actions qui peuvent se mener pour... Et puis c'est peut-être là où on en est rendu aussi. Les gens se disent, tu sais, regarde, on vient d'assister aux élections municipales partout au Québec à des changements de garde. Où est-ce qu'on se disait, ouais, mais la personne avait quand même fait un bon bilan, avait fait une bonne... Ben oui, non, la population est peut-être rendue là aussi. L'opinion publique est peut-être rendue à se dire, la victoire pour tout, peut-être pas. Pourquoi ne pas regarder autre chose? Ouais. Pourquoi ne pas regarder la pratique d'un sport ou d'une activité physique où on regarde les performances des individus avant de regarder qui va gagner puis qui va perdre? Et la performance d'un individu, oui, ça devient technique parce que, oui, regarde, tu vois, regarde, il avait parfait son virage parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se prenne et c'est comme ça que l'individu a la possibilité de le prendre. Quelqu'un de dopé ou de plus grand, il est peut-être capable de virer encore plus rapidement, mais c'est peut-être pas la vraie performance de dire ça. En tout cas, je ne sais pas, ça... Oui, c'est bien, mais c'est toi qui nous amène... bientôt sur RDS. Hey boy! Hey, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission encore cette semaine. C'est déjà terminé. Merci à vous d'avoir été là. On va vous souhaiter une bonne semaine d'actualité et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye!